Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le diapo s'affiche devant vous ou non? Parfait, alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va aborder un chapitre très important, le plus important en cardiologie, je dois dire, qui est les cardiopathie ischémiques. Donc, c'est un chapitre qui va vous suivre tout le long de votre carrière de médecin. Donc, il faut connaître le minimum. Et on va commencer par les syndromes coronariens aigus. Donc, ce sont les manifestations qui sont conséquences de la baisse aiguë et brutale, le plus souvent localisée, du débit de perfusion coronaire, entraînant généralement une souffrance myocardique. Donc, la cause la plus fréquente étant la déstabilisation d'une plaque d'athérome avec survenue de phénomènes thrombotiques entraînant une occlusion plus ou moins complète de la lumière artérielle. Donc, ces syndromes qu'on a aigus, on peut les répartir en deux chapitres importants. Il y a les syndromes qu'on a aigus sans ce décalage persistant du segment ST. Dans ce cas-là, vous voyez ici la lumière artérielle et là le caillot sanguin. Le caillot n'est pas complètement occlusif. Il y a encore de la lumière qui fait passer le sang. On parle de syndrome qu'on a aigu sans ce décalage persistant du segment ST. Et le deuxième cas, ce sont le syndrome qu'on a aigu avec sus-décalage persistant du segment ST. Vous voyez là que la lumière des artères coronaires est complètement occluse. Il n'y a pas du sang qui passe du tout au niveau de l'artère coronaire. C'est le syndrome qu'on a aigu, SC+, anciennement appelé infarctus du myocarde. D'accord? Donc voilà. Donc il y a le syndrome qu'on a aigu sans sus-décalage du segment ST et syndrome qu'on a aigu avec sus-décalage du segment ST. Pour le syndrome qu'on a aigu avec sus-décalage du segment ST, on voit là clairement qu'il y a un sus-décalage du segment ST par rapport à la ligne isoélectrique. D'accord? Et au fur et à mesure du temps, il y a une enclume de nécrose qui va apparaître. Ça, c'est pour le syndrome qu'on a aigu avec ce décalage du segment ST. Pour les syndromes qu'on a aigu sans ce décalage du segment ST, on peut les répartir en deux groupes. Le premier groupe, c'est lorsqu'on n'a pas d'élévation de la troponine. La troponine, c'est une protéine cardiaque qui s'élève dès qu'il y a une souffrance myocardique. Donc, souffrance myocardique égale élévation des troponines. Lorsque on a un syndrome qu'on a aigu, mais la souffrance de myocardique n'est pas très importante pour faire élever ces troponines-là, on parlera d'angor instable. D'accord? Si jamais ces troponines s'élèvent, on parlera de syndrome qu'on a aigu sans ce décalage du segment AC, troponine positive, ou bien un infarctus du myocarde sans enclume. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ces notions-là, est-ce que sont claires ou bien je répète? Parfait, je vois que c'est clair pour tout le monde, donc on va continuer. Voilà, donc
Les causes. Donc, la cause la plus importante et la plus rencontrée, c'est l'athérosclérose. Donc, l'athérosclérose, c'est une maladie systémique qui atteint toutes les artères et surtout les artères coronaires. Donc, l'athérosclérose, c'est la principale étiologie. C'est un problème de santé publique mondial. Le processus dégénératif du mécanisme mal élucidé, les facteurs de risque cardiaque, on peut les diviser en facteurs de risque cardiovasculaire modifiables, qui sont le tabagisme, diabète, hypertendu, dyslipidémie. Les facteurs non modifiables sont le sexe, l'hérédité. Il y a d'autres facteurs comme l'obésité, la sédentarité, le stress, les syndromes métaboliques. Là, je vais insister sur quelque chose. Donc, le facteur de risque cardiovasculaire le plus important, c'est le diabète lorsqu'il est associé au tabac. Diabète, tabac, c'est une association morbide. Parfois, il y a d'autres causes comme les artérites non athéroscléreuses, la maladie de Takayasu, de Kawasaki, le lupus. Parfois, il y a les séquelles de radiothérapie. Parfois, on parle de dissection spontanée des coronaires, l'épaississement pariétal des artères coronaires. Il y a des anomalies congénitales. La consommation de cocaïne par le spasme peut induire le syndrome coronarien aigu, etc. La physiopathologie. Donc, il faut très bien comprendre la physiopathologie, donc, parce que si vous avez bien retenu ça, le reste va être très, très, très facile pour vous. Donc, l'athérosclérose, c'est l'infiltration lipidique intimale des artères moyens et de gros calibre. Pas d'athérosclérose, évolution sur de nombreuses années. Donc, voilà la série lipidique, voilà comment ça commence. Vous voyez très bien le schéma, il est clair. Donc, il y a des plaques qui apparaissent. Et là, par exemple, on a une plaque qui apparaît ici. Cette plaque, elle est à peu près à 20 à 30% de la lumière des artères. Cette plaque-là, elle est complètement asymptomatique. C'est-à-dire, le patient ne se plaint de rien du tout. Aucune plainte. D'accord? Par la suite, cette plaque va augmenter de taille jusqu'à atteindre, par exemple, 70% ou 80%. À ce moment-là, cette plaque va être responsable de quoi? De douleurs thoraciques. Cette douleur thoracique n'apparaît qu'à l'effort. On parlera d'un angor d'effort. C'est-à-dire une douleur thoracique qui est rétrosternale, qui est réduite vers le membre supérieur gauche. D'accord? Qui apparaît à l'effort et qui cède à l'arrêt de cet effort-là. Elle répond aux dérivés nitrés et elle dure moins de 20 minutes. D'accord? Et cette douleur, elle remonte à plus de 3 semaines ou un mois. On parlera d'angor stable. D'accord? Je répète la notion d'angor stable. Donc, c'est une plaque que vous voyez là, de 70% à peu près, qui est responsable d'une douleur thoracique, rétrosternale, constrictive, qui irradie vers le membre supérieur gauche, qui apparaît à l'effort, qui cède à l'arrêt de l'effort ou à la prise de trénitrine, qui dure moins de 20 minutes. D'accord? Si cette douleur thoracique est apparue depuis plus qu'un mois ou 3 semaines, on parlera d'un angor stable. D'accord? Est-ce que la notion d'angor stable est claire pour vous tous? Parfait. Donc, on continue. Cette plaque-là, d'athérome que vous voyez là, elle peut se compliquer. Comment une plaque d'athérome peut se compliquer? Elle peut s'ulcérer, se fissurer. À ce moment-là, une plaque de 30%, 40% ou plaque de 70%, c'est la même chose. Si elle se fissure ou elle dissèque, elle met en contact ce noyau lipidique avec les plaquettes, avec les noyaux, les éléments figurés du sang. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Agrégation de plaquettes, addition, agrégation et formation de thrombus. Le thrombus, il est complètement occlusif. On parlera de syndrome coronarien aigu avec ce décalage du bâtiment ST. Si ce thrombus n'est pas complètement occlusif, on parlera de syndrome coronarien aigu sans ce décalage persistant du segment ST. Donc, plaque d'athérosclérose, elle est formée de quoi? D'un cœur lipidique et d'une chape fibreuse. L'intégrité de la chape fibreuse
élément déterminant de stabilité de la plaque. C'est-à-dire, on a le noyau, on voit cette chape fibreuse qui l'entoure. Plus cette chape fibreuse, elle est stable, plus la plaque est stable. Lorsque la plaque, elle est instable, elle est vulnérable, le noyau lipidique, il est important et la chape, elle est petite. Je continue. Donc, la complication de la plaque d'athérosclérose, rupture, érosion. Et qu'est-ce qui va se passer? Adhésion des plaquettes, activation des plaquettes, agrégation plaquettaire, initiation de la coagulation et la cascade de la coagulation. Donc, thrombose coronaire partielle et complète. Voilà le schéma qui résume ce que je viens de dire. Donc, le noyau lipidique, vous voyez là, le contact entre le noyau lipidique et les plaquettes, addition, activation, agrégation des plaquettes et après la formation du thrombus. C'est pour ça que le traitement du syndrome chronique aigu, il est basé tout d'abord sur le traitement anti-agrégant plaquettaire et sur le traitement anticoagulant. Donc, rupture horizonte de plaque, thrombose coronaire aiguë, déséquilibre entre apport et besoin myocardique en oxygène, ischémie myocardique primaire, manifestation clinique du syndrome coronarien aigu. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce qu'il y a besoin de répéter la physiopathologie ou est-ce que c'est clair pour vous? Ok, donc, une fois on a cette occlusion complète ou partielle de l'artère, on va avoir cette ischémie myocardique et on va avoir ce qu'on appelle la cascade ischémique. La cascade ischémique, elle est formée, donc, c'est de l'ischémie myocardique qui va être responsable de conséquences métaboliques par les libérations de lactate à cause du métabolisme anaérobie, conséquences hémodynamiques avec dysfonction diastolique et dysfonction systolique qu'on voit généralement à l'échographie cardiaque, conséquences ECG avec les troubles de la repolarisation, conséquences cliniques avec des douleurs thoraciques. Vous voyez cette cascade myocardique, la douleur thoracique n'apparaît que tardivement. Il y a d'abord conséquences métaboliques, hémodynamiques, ECG et cliniques. C'est pour ça, je vais insister sur une notion, lorsque le patient présente une douleur thoracique, syndrome coronarien aigu, généralement, dans 99% des cas, il va y avoir des modifications électriques s'il y a un syndrome coronarien aigu. Donc, lorsqu'il y a de douleur thoracique, l'ECG, généralement, il est pathologique si le diagnostic est celui d'un syndrome coronarien aigu. Donc, cette cascade ischémique fait généralement l'objet de questions d'examen. Voilà. Donc, après cette présentation sur les syndromes coronarien aigus en général, on va enchaîner sur les syndromes coronarien aigus sans sous-décalage persistant du segment ST ou bien syndrome coronarien aigu SC-. Syndrome coronarien aigu SC- ne veut pas dire un sous-décalage du ST. Ça veut dire syndrome coronarien aigu sans sous-décalage persistant du segment ST. Donc, ce sont l'ensemble des manifestations cliniques et électriques secondaires à une ischémie myocardique aiguë et sévère en rapport avec une athérothrombose coronaire non occlusive, conséquence d'une rupture ou érosion d'une plaque d'athérosclérose. Une entité hétérogène, le pronostic il est hétérogène aussi, la prise en charge repose sur une stratification du risque. Un peu d'épidémiologie, donc c'est la première cause de mortalité humaine dans le monde, c'est 60% des syndromes qu'on a aigus. En France, on a 500 000 décès par an par syndrome qu'on a aigu. On a une prédominance masculine, 4 hommes pour une femme avant le ménopause, puisque les femmes sont protégées par les hormones. Là, généralement, il est supérieur à 35 ans, mais de plus en plus, on voit des patients jeunes, notamment au changement de mode de vie et aussi à la consommation aussi de drogue. Malheureusement, actuellement, on n'a pas encore de registre tunisien. Cadre nosologique, longueur instable. Et les diens sous endocardie. Je vous ai expliqué tout à l'heure la différence. Je vais y revenir là. Longueur instable. Donc, on n'a pas d'élévation de marqueur de nécrose myocardique, c'est-à-dire pas d'élévation de troponie.
Ces entités sont angor de nouveau. Qu'est-ce qu'un angor de nouveau? C'est une douleur thoracique angineuse qui est apparue avant 21 jours. D'accord? Angor aggravé ou crescendo, c'est une douleur thoracique qui s'aggrave au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire le patient se plaignait avant d'une douleur thoracique qui apparaît après un effort de 30 minutes par exemple. Actuellement, il présente une douleur qui apparaît au bout de 20 minutes et qui dure plus longtemps. On appelle ça un angor aggravé ou crescendo. L'angor de repos, l'angor post-infarctus et l'angor de prince-mittal. L'angor de prince-mittal, c'est un angor spastique, c'est-à-dire lorsqu'on fait la coronarographie, on explore le patient, on ne trouve pas de plaque d'athérome, mais le patient présente des spasmes coronaires qui vont être responsables généralement d'une douleur thoracique qui apparaît très tôt le matin, vers 4h, 5h du matin, et avec l'ECG, on peut trouver un sous-décalage du segment SC. On parle de l'angor prince-mittal qui répond rapidement aux dérivés nitriques ou pour lever ce spasme coronaire. L'IDM sous endocardique, il y a une élévation des marqueurs de nécrose myocardique. Est-ce que c'est clair? OK. Donc, étude clinique. Donc, on va commencer par le tableau d'un angor de nouveau. C'est-à-dire, donc l'interrogatoire, il est très important. L'examen physique. Donc, 2 secondes, il y a une question là qui est posée par l'une de vos collègues qui me demande est-ce que l'angor d'instable, c'est un SC-. Bien sûr. Les syndromes qu'on a vus sans ce décalage du segment ST comprennent l'angor instable et les DM sans ancre. Et là, on est la leçon le chapitre qu'on a déjà entamé là, c'est le chapitre du syndrome qu'on a vu sans ce décalage du segment ST. Donc, l'angor de nouveau, donc j'insiste sur l'anamnèse. L'interrogatoire fait le diagnostic dans 80 à 90% des cas, l'examen physique, le CG et les examens complémentaires. D'accord? Voilà. Donc, l'anamnèse, je vais insister là-dessus, c'est très, très important. C'est une étape essentielle. Elle doit être complète, minutieuse. Elle doit rechercher les antécédents familiaux et personnels, les facteurs de risque cardiovasculaire et le maître symptôme, bien sûr, c'est la douleur thoracique. Donc, il faut bien préciser le siège. Donc, dans l'angor de nouveau, cette douleur thoracique, le type, l'intensité, la durée, les facteurs déclenchants, les radiations, la sensibilité à la trinotrine et les signes associés. Donc, dans le cas de l'angor de nouveau, cette douleur thoracique, elle est rétrosternale, elle est constrictive ou bien oppressive ou à type de brûlure. L'intensité, elle est variable. La durée, généralement, elle est inférieure à 20 minutes et elle est paroxystique. Les facteurs déclenchants, généralement, l'effort, le réveil, parfois aller au repos. Les radiations, mandibule ou membre supérieur gauche, elle est en menottes. D'accord? La sensibilité à la trinitrine, elle est sensible à la trinitrine de façon variable. Les signes associés, parfois on peut trouver des signes vagaux, type de nausée, des vomissements et de sueur. Donc, l'anamnèse, donc la douleur, parfois, il peut y avoir des troubles de douleur thoracique qui sont atypiques, généralement chez la femme. Elle peut se plaindre d'une douleur latérosternale, épigastrique, des picotements, se concentre sur une postprandiale, défécation postcoïtale lors d'une colère ou d'une dispute. Parfois, la douleur peut être remplacée par un autre symptôme comme une bloc-nez, gêne, inconfort. Généralement, chez le diabétique, il faut vraiment se méfier de ces douleurs thoraciques atypiques. Et elle peut parfois, le syndrome chronique, être masqué par une complication comme la dyspnée ou la syncope. L'examen physique, si le syndrome chronique n'est pas compliqué, l'examen physique il est généralement pauvre. 3 catégories de signes. On cherche les signes de mauvaise tolérance clinique, notamment l'hypotension, l'état de choc, les râles crépitants. Les signes d'extension de maladie athérosclérose, abolition d'un pouls, un souffle carotidien, un souffle fémoral. Et les signes évocateurs d'une étiologie. D'accord? Donc, devant la suspicion clinique, donc douleur thoracique, examen, donc
Anamnèse bien faite, rapide. Examen clinique fait rapidement. Donc, on a expliqué un certain point de vue. Il ne faut pas attendre. Il faut réaliser un électrocardiogramme dans les 10 minutes. Il ne faut pas attendre. C'est l'ECG qui va être pathologique, donc 99% en perte critique, c'est-à-dire pendant la douleur. En intercritique, c'est-à-dire lorsque la douleur est passée, on peut trouver un ECG normal dans 75% des cas. Donc, un ECG normal dans 75%, donc un ECG normal en intercritique n'élimine pas le diagnostic. Donc, pour bien vous expliquer les choses, par exemple, le patient il a présenté une douleur thoracique qui a duré 15 minutes à la maison. Le temps qu'il consulte aux urgences, il n'a plus mal. On refait l'ECG, on trouve un ECG normal. Le diagnostic du syndrome coronarien aigu n'est pas éliminé. Il faut faire un ECG complet et 18 dérivations et on peut trouver plusieurs modifications électriques. Un sous-décalage du ST mais non persistant, un sous-décalage du ST non T négatif, une pseudo-normalisation de l'entrée. On peut avoir des modifications. Ces modifications sont dynamiques et systématisées. Qu'est-ce que c'est dynamique et qu'est-ce que c'est systématisé? Dynamique, c'est-à-dire le patient, lors de douleur thoracique, par exemple, il présente une négativation de l'entrée. Une fois la douleur disparaît, le patient va normaliser ses entrées. C'est-à-dire les modifications sont dynamiques, elles ne sont pas constantes. Premièrement, systématisées, c'est-à-dire que ça va correspondre au territoire d'une artère coronaire bien précise. Les territoires, je vous les ai bien expliqués à la première séance du CG. Je vais revenir là-dessus très rapidement pour vous dire que les territoires, par exemple, V1, V2, V3, c'est l'antéro-septal, c'est l'interventriculaire antérieur. V3, V4, c'est l'apical, c'est l'interventriculaire antérieur. V5, V6, c'est latéral bas. D1 AVL sur latéral haut, et c'est généralement une diagonale. De V1 V6 plus D1 AVL, c'est l'antérieur étendu, c'est l'interventriculaire antérieur proximal. D2 et D3 AVF, c'est dans deux tiers des cas, c'est la circonflexe. Pardon, c'est la coronaire droite. Dans un tiers des cas, c'est la circonflexe. D'accord? V3R, V4R, c'est les dérivations qui correspondent au ventricule droit. V7, V8, V9, c'est les dérivations basales. V1, V2, V3 et D2, D3, AVF, c'est le septal profond. D'accord? Le CG répété et comparatif. Donc, on revient. Syndrome coronarien aigu sans élévation du segment ST. Syndrome aigu avec élévation du segment ST. Donc, voilà devant vous un ECG. Vous voyez ici, qu'est-ce que vous remarquez rapidement? Allez, quelle est l'anomalie? Donc, je vous laisse 20 secondes. Allô? Donc, vous voyez très bien qu'on a un sous-décalage du segment ST, là de 1 mm en V3, avec négativation de l'entrée en V4, V5, V6, et sous-décalage du ST de 2 à 3 mm, V5, V6, et aussi en D2, en D1 et en D2 et en AVF. Donc, il s'agit de modifications électriques en inféro-latérales. Dans la majorité des cas, lorsque les modifications électriques vont correspondre à des lésions, donc sous décalage du ST, on parle de lésions sous-endocardiques au niveau de la circonflexe, dans ce cas précis. D'accord?
là, il y a une question, je vais revenir là-dessus. L'un de vos collègues m'a demandé un gore de Prince Vital fait partie des encore instables qui se manifeste par un sous-décalage du ST. Effectivement, mais le sous-décalage n'est pas persistant. Il répond au terrifié nitré. Je continue. Allez, qu'est-ce que vous remarquez? Rapidement, on doit accélérer. Allez, j'attends vos réponses. Les réponses. Donc, j'ai pas de réponse juste, donc je suppose que vous n'avez pas bien retenu. Donc, ce que vous remarquez ici, vous remarquez très bien qu'il y a une entrée négative. Vous voyez là, en V2, V3, V4, V5, V6 et D1. Donc, il s'agit T négatif en antérieur étendu, ce qui correspond à une ischémie sous endocardie, sous-épicardique dans les territoires dans l'interventriculaire antérieur. Donc, il y a une occlusion incomplète de l'interventriculaire antérieur qui est responsable d'une ischémie sous-épicardique. Vous voyez là, normalement, l'entrée, elle est comme ça. Donc, vous voyez en deux fois, on a une entrée qui est négative. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? L'entrée négative. Donc, c'est un syndrome qu'on a vu, SC-, sans ce décalage du perception du segment SC. C'est clair ou non? Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Allez rapidement. Allez, j'attends vos réponses. Allez, qu'est-ce que vous voyez? Elle est où l'anomalie électrique? Qu'est-ce que vous remarquez sur cet électrocardiogramme? Donc, okay, donc je vais interpréter pour vous le CG. Donc, on a un rythme qui est régulier et simultané, donc à 75 battements par minute, ou à 60 battements par minute, pardon. L'axe du cœur, il est situé, il est, euh, il est normal, donc entre moins 30 et 0 degrés. Donc, je constate qu'il y a un allongement du PR avec un biais avec premier degré. Par la suite, je constate aussi qu'il y a un rabotage de l'onde R en V1, V2, V3 qui peut correspondre à une séquelle d'infarctus myocardique. Je vois une entrée négative de V2, V3, V4, V5, V6 et en D2
D3 et AVF. Donc, une fois le diagnostic du syndrome qu'on a aigu, il est posé. Donc, je pose le diagnostic du syndrome qu'on a aigu. Il s'agit d'une urgence médicale. Pourquoi c'est une urgence médicale? Parce qu'à tout moment, ce syndrome qu'on a aigu SMA peut passer en SC+. À tout moment, notre patient peut présenter une complication rythmique ou haute ou mécanique. Donc, sans attendre, il faut admettre le patient en soins intensifs, commencer son traitement médical et stratifier son risque. Donc, sans attendre aucun autre examen complémentaire. Hein. Là, diagnostic, il est posé sur la clinique, le CG, diagnostic posé, traitement, on le commence et on stratifie le risque. D'accord? D'autres examens complémentaires peuvent nous aider. C'est-à-dire, on va faire un bilan pour comme tout patient. Dans ce bilan, on va comprendre, bien sûr, les marqueurs de nécrose myocardique. Les marqueurs de nécrose myocardique, leur élévation définit l'infarctus du myocarde sans ampule. C'est un intérêt surtout pronostique et pour la stratification du risque. L'élévation, elle est tardive, à partir de H3, H4 de la douleur. C'est pour ça, on ne va pas attendre les troponines pour poser le diagnostic de syndrome qu'on a aigu. Hein. Voilà la cinétique des enzymes cardiaques par rapport à la souffrance myocardique, au début de la souffrance myocardique. Il y a une question qui me demande, on doit demander les marqueurs de la nécrose myocardique, même en cas de SMA. Bien sûr, c'est surtout en cas de SMA. Le SC+, il n'y a aucun intérêt diagnostique pour les marqueurs myocardiques. Hein. Dans le cadre du syndrome connectif de décalage du SC, la troponine ou les marqueurs de souffrance myocardique ont intérêt pour la stratification du risque du patient. Donc voilà, ce tableau, il est à retenir parce qu'il peut faire l'objet aussi de questions d'examen. Autre cause d'élévation de troponine. Donc, l'élévation de troponine, elle peut être variée. Donc, numéro 1, il faut retenir c'est le syndrome qu'on a aigu. Toute souffrance myocardique peut élever les troponines. Mais il y a d'autres pathologies qui peuvent élever les troponines, comme l'insuffisance respiratoire chronique, l'insuffisance rénale aiguë ou chronique, l'OAP, l'embolie pulmonaire, les myocardiques, les dissections aortiques, les sepsis sévères. Autre examen complémentaire, bien sûr, on a besoin toujours d'une fonction rénale, d'une NFS, puisqu'on va utiliser des traitements antithrombotiques, un bilan inflammatoire, un immunosanguin et un bilan lipidique, glycémie à jeun, pour statuer sur les facteurs de risque de notre patient. Échographie cardiaque, donc l'échographie peut être faite au lit du patient. Elle va nous servir pour éliminer d'autres diagnostics différentiels de douleur thoracique, notamment une péricardique. Elle peut nous permettre d'évaluer la cinétique segmentaire de notre ventricule gauche avec la FEVG globale, rechercher une complication comme une insuffisance mitrale, et par la suite vient l'examen clé pour l'investigation des syndromes coronariens aigus, c'est la coronarographie. La coronarographie, c'est un test invasif, c'est l'examen de référence permettant une étude de l'anatomie coronaire. La fonction artérielle, pendant longtemps, c'était la voie fémorale. Actuellement, la voie la plus utilisée, c'est la voie radiale. Ici, dans notre service, on utilise la voie radiale dans 99% des cas. Injection intracoronaire de produits de contraste iodé. Vous voyez là, donc là, ce sont le sinus coronaire. Là, on est au niveau du sinus antéro-gauche. On l'intube grâce à une sonde préformée. On injecte de l'iode et grâce au rayon X, on va avoir une image de l'anatomie coronaire. Voilà un exemple d'une image coronaire, d'une coronarographie. C'est une injection du tronc commun gauche sur une incidence caudale qui met en évidence, vous voyez cette restriction-là, une lésion serrée au niveau de l'artère circonflexe proximale. Par la suite, on voit aussi là la dysalysie de l'interventriculaire antérieur qui est grêle. Là, on voit l'injection de l'artère coronaire droite
on voit là l'occlusion incomplète de cette artère coronaire droite qui est responsable de notre syndrome phonéique. Vous voyez là, cette section-là. D'accord? D'autres examens complémentaires différés, comme le test d'effort, c'est-à-dire le CG d'effort, la scintigraphie de stress, l'urographie de stress, sont des examens qui vont nous permettre d'objectiver une ischémie myocardique. C'est-à-dire, notre patient consulte pour une douleur thoracique, on lui fait le CG à l'urgence, il n'a plus mal, la douleur elle est plus ou moins atypique, pas de modification du CG, pas d'élévation de troponine. Pour objectiver l'ischémie, on leur réalise ces patients-là des tests d'effort ou tests d'ischémie. Donc, par exemple, le CG d'effort, on fait monter le patient sur une bicyclette ou un tapis, on lui met un enregistrement continu de l'électrocardiogramme et à l'effort, si le patient a une lésion coronaire ischémiante, à l'effort va apparaître des modifications électriques et une douleur thoracique au maximum de le faire qu'on va objectiver à l'ECG d'effort. D'accord? Ça, c'est la scintigraphie myocardique. Ça, c'est l'échographie de stress. Ces tests sont contre-indiqués en phase instable. Là, je parle des patients qui n'ont plus mal, qui n'ont pas élevé les troponines et qui ne sont pas instables. C'est généralement les patients à faible risque. Donc, forme clinique, donc longueur de nouveau, longueur post-IDM, c'est une douleur thoracique qui apparaît 15 jours après un infarctus du myocarde. C'est une menace de récidive dans un territoire différent. Angor aggravé au crescendo, je vous l'ai expliqué. C'est l'aggravation brutale d'un angor stable traité, crise plus fréquente, plus prolongée, survenant pour des efforts modérés, survenant pour des efforts modérés, parfois au repos, partiellement soulagés par l'épinéphrine. L'angor de prince vital. Un angor instable, une douleur angineuse typique nocturne à horaire fixe, réveillant le patient à la deuxième moitié de la nuit, douleur spontanée, intensité croissante, vertige, lipodémie, syncope, palpitation. L'examen, il est normal. Le CG critique, sous-décalage perçant du segment ST, systématisé avec image en miroir, mais absence d'entrée. L'enzyme cardiaque sont normales. La coronarographie va nous mettre en des coronaires normales sans sténose, mais des spasmes provoqués par le métargin. Le risque, vraiment, c'est l'infarctus du myocarde, le trouble du rythme et la mort subite. Donc, le pronostic, il est différent selon la présentation clinique, le terrain du patient. Donc, il est meilleur que les SCPs en phase aiguë, identiques ou même plus sombres à long terme. Les complications, donc, la mort subite à cause de troubles du rythme ventriculaire, bien sûr, infarctus du myocarde